Une production Binge Audio, évidemment. Your lawyer described you as a tough bitch. Cancer ascendant Verseau. Diplomate et manipulatrice, vous savez mieux que quiconque éviter les pièges qu'on vous tend et agir en coulisses. Votre caractère extravagant cache en réalité une profonde perception des êtres et des situations. A tough bitch. D'une nature individualiste et volontaire, vous ne reculez que rarement devant les obstacles. Mieux, les embûches de l'existence souvent vous A stimulent. tough bitch. Quitte à faire cavalière seule, vous allez jusqu'au bout de vos options, délaissant avis et points de vue extérieurs pour mener à bien vos entreprises. A tough bitch. L'intransigeance dont vous faites preuve peut vous valoir quelques déboires. Il importe donc de développer une tolérance qui vous fait naturellement défaut. A tough bitch. She's a tough bitch, so she's a tough bitch. Don't have dinner with her, don't socialize with her, but she's not guilty. Connaissez-vous l'histoire de Leona Helmsley ? Leona grandit dans les années 20 à Marbletown, dans l'État de New York, d'un père fabricant de chapeaux et d'une mère au foyer. Alors qu'elle n'est qu'adolescente, elle décide d'abandonner le lycée pour s'émanciper rapidement. Enfin, surtout pour faire fortune. Elle ne sait pas encore comment, mais elle est convaincue qu'elle y arrivera. Il faut dire que depuis qu'elle est née, Leona baigne dans ce sacro-saint dicton américain, qui ne marche pas toujours, mais soit, quand on veut, on peut. Pour les années qui vont suivre, on ne sait pas bien si tout est vrai, car quasiment toutes ces déclarations ont été démenties. Soit par d'autres, soit par elle. Mais peu importe, ça vous donne une idée du personnage. Leona commence donc par vendre des glaces à Coney Island, puis elle travaille un temps comme mannequin pour les cigarettes Chesterfield. À 20 ans, premier mariage. Leona travaille quelques mois dans une usine de couture, puis dans une agence immobilière comme secrétaire, et amasse rapidement une petite fortune en convertissant des locations en coopératives immobilières. Elle épouse en secondes noces Joseph Lubin, dont elle divorce quelques temps plus tard, un mariage qu'elle prend soin d'ailleurs de ne jamais mentionner. Alors certes, on ne sait pas tout, mais franchement ce n'est pas bien grave, car en 68, Leona a 48 ans et ce qu'elle voulait, des millions de dollars. Elle est même l'une des femmes qui réussit le mieux dans l'immobilier à Manhattan. Cette même année, Leona fait la connaissance d'un certain Harry Helmsley, l'un des plus gros propriétaires fonciers des États-Unis. Sur leur rencontre, comme d'hab, les témoignages ont du mal à s'accorder. Leona affirme qu'après avoir entendu parler de sa réputation voluptueuse, Harry aurait confié à ses employés « Où qu'elle soit, attrapez-la, il me la faut ». Un film, le truc. Tandis que du côté des employés, la version est un poil plus sobre. Ce serait plutôt Leona qui se serait invitée à un bal d'entreprise et aurait demandé à savoir où se trouvait Harry. Elle se serait précipitée vers lui et aurait absolument tenu à danser avec lui le reste de la soirée. Mais bon, le résultat est le même. La rencontre a bel et bien lieu et quelques semaines après, Harry l'engage dans une de ses entreprises. 2 ans plus tard, il quitte sa femme avec qui il était depuis 30 ans, puis épouse Leona qui prend vite les rênes du couple et transforme la vie pépère du sexagénaire en un festival d'excès, de fêtes et d'acquisition de biens immobiliers. Le nom et le visage de Leona commencent à être reconnus par le grand public quand Harry la nomme présidente du Helmsley Hotel Incorporation au début des années 80. Ensemble, le couple bâtit un véritable empire immobilier et hôtelier estimé à 5 milliards de dollars. Le pouvoir de Leona ne cesse de croître jusqu'à voir sa tronche apparaître dans les publicités des hôtels qu'elle dirige. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on commence à capter le personnage, à la fois antipathique et un brin mégalo.
Dans une pub, on l'aperçoit tout sourire, énumérer ses exigences, avoir un téléphone dans le bain ou de grandes tasses pour le café, en concluant qu'elle n'accepterait pas qu'il en soit autrement. Why should you? Dans une autre, on la voit en robe de soirée, ornée d'une couronne et de diamants, en train de poser dans tous les recoins de l'hôtel, et déclarant « It's the only palace in the world », c'est le seul palace du monde où la reine veille personnellement sur votre confort. Ces publicités fonctionnent du feu de Dieu. Les hôtels connaissent une forte hausse des fréquentations, passant de 25 à 70%. Évidemment, Léona revendique que c'est grâce à elle. C'est elle, la reine de la chaîne d'hôtels. C'est elle, la reine de cet empire. Can you fall in love with a hotel? Of course. En privé aussi, les Hemsley mènent une vie royale. Le couple habite la plupart du temps dans un de leurs hôtels, face à Central Park, dans un appartement de 929 mètres carrés, avec une piscine et une terrasse qui donnent sur tout Manhattan. Quand ils n'y sont pas, ils se la coulent douce à Palm Beach en Floride ou bien dans le Connecticut, dans une maison de 28 chambres qui coûte à peu près 11 millions de dollars. Chaque année, Léona organise pour l'anniversaire de Harry une fête bien connue sous le nom de I'm Just Worried About Harry, qui rassemble toute la fine fleur new-yorkaise, de Donald Trump, l'ennemi juré de Harry, en passant par Frank Sinatra. Au menu, caviar, champagne et une danse à la Fred Astaire et Ginger Rogers, interprétée par le couple Hemsley, pour ouvrir le bal. Quand Léona ne boit pas de champagne, elle fait de la gymnastique tous les jours et nage tous les matins 30 à 45 minutes dans sa piscine privée. Ensuite, elle fait sa toilette, compter 12 serviettes à chaque fois, et se fait pomponner pendant des heures. Elle s'habille luxe, vraiment très luxe, et fait facturer tout ça sur le compte de ses hôtels, puisque pourquoi s'emmerder? Des factures pouvant monter jusqu'à 10 000 $ par robe. De son côté, Harry est moins extravagant sur le plan vestimentaire, mais il aime contempler ses biens depuis sa terrasse du 47e étage. Il les compte avec un plaisir non dissimulé. Ça, c'est à moi, et ça aussi, et puis ça aussi. Et il est assez content, puisque depuis quelques mois, il détient l'immeuble le plus convoité de la ville, l'Empire State Building. Il est d'autant plus content que c'est une bataille qui l'opposait à Donald Trump depuis des années. Alors pour célébrer sa victoire, il a installé le 4 juillet, jour de son anniversaire et de l'indépendance des États-Unis, des illuminations colorées en rouge, blanc et bleu. Bah oui, si c'est pour avoir un tel gratte-ciel, autant se faire remarquer un max. Pendant cette première moitié de la décennie 80, Léona squatte régulièrement les colonnes des tabloïds. Soit pour évoquer ses talents impressionnants de self-made woman, soit pour raconter les soirées arrosées VIP dans une de ses maisons, soit pour rendre compte de son caractère carrément tyrannique. En 1982, le fils unique de Léona meurt d'une crise cardiaque. Harry fait un procès à la succession pour être remboursé des frais de transport du corps. Quant à Léona, elle traîne sa belle-fille devant la justice pour récupérer un héritage qui ne dépasse pas 200 000 $. Elle veut tout, la maison, le patrimoine, et même une bague en topaze qu'elle lui avait pourtant donnée quelques années plus tôt. En 1985, dans une émission diffusée sur la chaîne CBS, Léona est filmée dans son propre empire. Elle arpente les salles, des chambres aux cuisines, des réceptions au bureau, et où qu'elle passe, elle réprimande, crie, insulte ses employés. Face caméra, elle se justifie en prenant que ses méthodes sont efficaces, la perfection se joue dans le soin apporté au moindre détail, et certainement pas dans la médiocrité du quotidien. Ok, mais si Léona ose agir de la sorte quand elle est filmée, on peut être sûr qu'elle fait pareil, voire bien pire, lorsque l'équipe de tournage a remballé son matos. Et c'est tout à fait ça. Elle fait tellement pire que tous ceux qui la côtoient lui ont donné un joli surnom, Léona, the Queen of Mean.
Leona n'hésite pas à congédier ceux qu'elle estime trop lents, ceux dont la tête ne lui revient pas, ceux qui auraient laissé un pli sur un drap, ceux qui ne réagissent pas assez vite alors qu'ils sont dotés de beepers, ceux qui oseraient faire nettoyer leur uniforme au pressing de l'hôtel, ceux qui prendraient trop de temps à mesurer une robe. Et on peut être là depuis 2 minutes, 48 heures ou 8 ans, le sort qui vous est réservé sera exactement le même. Une solidarité entre employés se met en place. L'équipe de l'hôtel crée un système d'alerte pour se prévenir de l'arrivée de Leona. Bref, tenir sous ses ordres est une vraie prouesse. En 1986, les choses se gâtent. Une première affaire qui concerne le non-paiement de taxes ternit sa réputation. En 1987, le New York Post publie une série d'articles qui donnent lieu à une enquête qui dure 16 mois. Leona et Harry sont finalement inculpés. Le motif ? Avoir dissimulé plus de 4 millions de dollars de revenus imposables en maquillant leurs caprices en dépenses professionnelles fiscalement déductibles. Un système stéréo à 130 000 $ pour leur résidence du Connecticut, une horloge en argent à 45 000 $, 22 robes en satin blanc, des objets d'art en jade pour 500 000 $, un sol en marbre d'1 million de dollars pour une piste de danse, des travaux de rénovation dans leur résidence secondaire, une table en acajou à 210 000 $. Tout a été déclaré sur les comptes d'exploitation de leurs différentes entreprises. Pour couronner le tout, Queen Leona est accusée d'avoir touché des pots de vin de la part de ses fournisseurs et d'escroquer ses actionnaires en se versant des honoraires de consultation mensuels de 84 000 $. En mai 1988 arrive donc le procès, qui est très attendu. The Hotel Queen is accused of defrauding the government in millions in tax money and submitting nearly $4 million in false billings for renovations to their Connecticut mansion. Mrs. Helmsley is accused of tax evasion and disguising millions of dollars in home improvements as business expenses. Helmsley is charged with tax fraud, claiming personal luxuries as business deductions. Harry, qui a été déclaré inapte pour défaut de mémoire, ne se rend pas à l'audience. Leona est donc la seule à affronter les juges. Pour les New-Yorkais, aucun problème, le spectacle reste absolument délicieux à regarder. Mieux que les séries Dallas et Dynastie réunies, on se délecte que la justice ait enfin arrêté ce personnage si cruel, si méprisant et si calculateur, qui n'aurait sa place que dans un film. Eux aussi l'appellent Queen of Mean. Au 3e étage de la Federal District Court de Manhattan, des centaines de curieux se pressent pour vivre en direct la déchéance de Leona. À la barre, les témoignages sont accablants. On fait défiler les enveloppes de cash et plus le procès avance, moins Leona a de billes pour plaider son innocence. Ça, c'est pour les fraudes. Pour son comportement de chef d'entreprise, les langues se délient, elles aussi. Les membres du personnel qualifient Leona de personne malveillante, au langage ordurier, qui terrifie et maltraite ceux qui croisent sa route. McCarthy made the jurors laugh as he told story after story about Leona Helmsley screaming and cursing at him. As she yelled, she repeatedly fired him. One night, he said, he was fired twice. Une des phrases qui marque le procès est l'une rapportée par une ancienne femme de ménage du couple qui affirme qu'elle lui aurait dit « We don't pay taxes », nous ne payons pas d'impôts, seuls les petites gens payent des impôts. We paid $344 million in taxes. Of course I didn't say it. L'avocat de Leona ne nie pas cette citation, mais demande au juré de ne pas prendre en compte sa personnalité dans le jugement. Il déclare « I don't believe Mrs. Helmsley. Je ne crois pas que le fait que Madame Helmsley soit une garce fasse partie de ses chefs d'accusation. » Après 2 mois de procès, Leona est condamnée pour évasion fiscale à hauteur de 1,2 million de dollars et pour 33 autres chefs d'accusation. Le juge précise qu'elle avait été motivée par une avidité nue et l'a condamnée à 4 ans de prison, à une amende de plus de 7 millions de dollars, en plus des 2 millions pour les taxes fédérales et de l'État. I have done nothing wrong. I'm innocent. My only crime is that I'm Leona Helmsley. Le jour du verdict, quand le couple descend les 17 marches de l'entrée du tribunal, il se fait huer par la foule. Dans les années qui suivent, elle continue à travailler dans l'Empire Helmsley jusqu'à vendre la majorité de ses actifs, notamment car ayant été condamnée, elle ne peut plus gérer d'établissements servant de l'alcool. En 1990, un film télé lui est consacré, Leona Helmsley, The Queen of Mean.
anything happened to you, I would die. Together we're immortal. En 1997, Harry décède. Pour Leona, c'est un grand choc. Son conte de fées se termine ici, confie-t-elle. Même Donald Trump lui concède « Harry loved being with her ». Harry adorait être avec elle. Et c'est bien tout ce qui compte. Leona passe les dernières années de sa vie assez isolée, éloignée de sa famille et de ses 4 petits-enfants, avec son chien. Puis, en 2007, Leona décède à son tour d'une crise cardiaque. Elle lègue à 2 de ses petits-fils 5 millions de dollars à la condition d'aller se recueillir au moins une fois par an devant la tombe de leur père et déshérite les 2 autres pour des raisons connues par eux, selon le testament. Mais bien sûr, ça ne pouvait pas se terminer comme ça. Pas pour Leona, qui décide de léguer 12 millions de dollars au seul être qui a su trouver grâce à ses yeux son bichon maltais, Trouble. Une petite chienne que sa maîtresse adorait, qui portait un collier en diamant et des vêtements de luxe, mais qui, ironiquement, était détestée de tout son entourage parce qu'elle mordait les gardes du corps, le chef de la sécurité, jusqu'aux clients de l'hôtel Hemsley. Dans son testament, Leona a laissé des consignes très précises de soins pour la chienne. Manger sain, du poulet, des carottes, des épinards et du poisson frais, préparés par un chef et servis dans des plats en argent ou en porcelaine. Trouble coûtait à peu près 100 000 $ par an en entretien, dont 8 000 pour les soins vétérinaires, 1 200 en alimentation et le reste en personnel chargé de la protéger des menaces d'enlèvement. Mais, quelques temps plus tard, une juge a décidé que Leona n'était pas en pleine possession de ses moyens lorsqu'elle avait rédigé son testament. Elle a ainsi retiré 10 millions de $ à l'animal et les a redispatchés entre les 2 petits-enfants déshérités et des organisations caritatives. La chienne, qui recevait des menaces de mort, a été emmenée en Floride en avion privé. Elle est morte en 2011 et a laissé un peu moins de 2 millions de $ sur son compte. Je ne peux pas m'empêcher de conclure par une dernière anecdote canine, mais qui résume sans doute assez bien le caractère de Leona. Un jour, l'un de ses amis, voyant à quel point elle aimait Trouble, lui a donné un autre chien qu'il a appelé, je vous le donne en mille, Double Trouble. Mais comme elle ne l'a jamais aimé, elle s'en est débarrassée. C'était généralement ça la solution de Leona. C'est ce qu'elle faisait avec les gens. En un claquement de doigts, elle les répudiait sans absolument aucun état d'âme. Tout au long de sa vie, elle a refusé de montrer une quelconque affection pour ses semblables, en affirmant que de toute façon, les petites gens ne méritaient que ça. Bon, l'ironie c'est sans doute qu'elle ne comprenait pas les humains, mais pas beaucoup les chiens non plus. Une professeure en philosophie à Princeton a déclaré à ce propos « Ce qui est drôle dans le fait de donner tout cet argent à un seul chien, c'est que cela ne tient pas compte du fait que le chien va être triste que Leona soit morte. Ce qui rendrait ce chien heureux, c'est qu'une famille aimante l'accueille. Le chien ne veut pas d'argent. Les hommes, oui. L'argent ne fera que rendre étrange tous ceux qui vont s'en occuper. » Héroïne de cette histoire, Leona Hemsley. Autrice et narratrice, Juliette Libartowski. Recherchiste, Cyrine Nazwaoui. Réalisatrice, Pauline Lagache. Générique, François Clot et Thomas Rosès. Connaissez-vous l'histoire ? Car l'histoire, c'est nous.